Bienvenue à cette nouvelle émission. Votre animateur Rémi Trudel de l'École nationale d'administration publique, membre du réseau de l'Université du Québec. Cette semaine, Jean-Marc Grémel, qui est le président d'une société bien particulière en France, la Société Vosgienne, qui s'occupe de la mise en valeur, donc, du logement social à partir de la ressource bois, à partir de la fibre forestière. Un autre exemple de réussite lorsqu'on a la volonté d'étudier avec ce matériau, la fibre forestière, des réalisations à caractère social. C'est quoi une société d'HLM? C'est une société qui construit des logements sociaux pour loger les populations les plus en difficulté en France. Alors le monde HLM, c'est quelque chose de très important dans notre pays, puisque c'est 4 millions de logements, c'est 12 millions de Français qui sont logés chez nous, et c'est sur le territoire français environ 800 organismes qui se répartissent. On construit beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnes à loger et il faudrait construire 100 000 logements par an au niveau France pour essayer de résorber les problèmes de logement que nous avons. Mais c'est compliqué, c'est pas simple. Dans notre région à nous, on arrive à trouver des terrains et on arrive donc à se développer un petit peu. Mais c'est pas là où il y a le plus de besoins parce que c'est pas là où il y a le plus de population. Par contre, sur Paris ou les grandes villes comme Marseille et Lyon, là il y a peut-être plus de personnes à loger, mais le terrain est plus difficile à trouver et en plus il est beaucoup plus cher. Donc vous voyez que ce n'est pas toujours simple d'essayer de répondre à cette question préoccupante. Donc le monde HLM a toujours innové et est allé toujours vers de l'avant. Et puis notre société qui se trouve dans les Vosges, c'est une belle région comme la vôtre où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de bois, beaucoup de sapins. C'est donc une région forestière. C'est aussi une région froide, hein, c'est quand même un climat qui peut l'hiver, moins que chez vous bien sûr, mais aller jusqu'à -20. Cette année, au mois de février, on a eu pratiquement 3 semaines de froid à -20. Donc vous voyez qu'on a quand même un climat difficile. Alors on s'est tourné raisonnablement vers la construction en bois depuis 15 ans. Pourquoi le bois? Parce que c'est un matériau qui est renouvelable, c'est un matériau dont nous disposons. Et puis effectivement, on a quand même des entreprises locales qui ont un savoir-faire, on a des bureaux d'études et des ingénieurs donc, et des architectes qui ont un savoir-faire en la matière. Et le bois est un matériau extraordinaire et qui répond vraiment à la construction et aux normes, notamment environnementales, que l'on doit mettre en place. La France a développé une politique d'économie d'énergie importante. Vous avez forcément la dimension politique par l'influx que les hommes politiques peuvent donner pour favoriser le développement durable et la construction de développement durable, mais il faut également des acteurs de terrain qui ont envie de s'investir et qui ont envie peut-être d'aller même plus vite que les politiques. Et c'est un petit peu ce que notre société a fait. Moi j'ai un président et un conseil d'administration qui sont très sensibles, très volontaristes sur ce domaine-là et qui m'ont demandé d'investir et d'aller au maximum dans les économies d'énergie. Pourquoi les économies d'énergie? C'est simple. En France, aujourd'hui, nos locataires ont un pouvoir d'achat qui quand même diminue. Hein, le pays en ce moment est quand même dans une situation un petit peu difficile. Notre pouvoir d'achat baisse et les charges sont très importantes. Les charges de chauffage, les charges d'eau chaude, ça devient très important. Et nous avons, nous, dans certains domaines, dans certains secteurs, des charges qui sont aussi élevées que le loyer. Donc vous voyez que c'est un problème. Alors, on fait de l'investissement pour faire du développement durable, mais aussi pour baisser les charges. Et comme je dis toujours, si un locataire n'a pas beaucoup de charges à payer, j'aurai plus de chances qu'il me paie mon loyer. C'est avec mon loyer que je peux investir, et c'est avec mon loyer que je peux faire des constructions en bois notamment, et faire du développement durable, parce que j'ai de l'argent qui me permet d'investir. Nous, on le fait déjà à Saint-Dié-des-Vosges, ma société, le Toit Vosgien, le fait parce qu'on a eu la volonté et l'envie, mais aussi parce qu'on a de très bons architectes, de bons bureaux d'études, et de bonnes entreprises qui s'investissent. Et aujourd'hui, il est indispensable, fondamental, si on veut développer les énergies renouvelables, si on veut notamment développer la construction bois, qui est un matériau tellement performant, tellement sain, tellement économe pour la planète, renouvelable, qui stocke du CO2, donc les gaz à effet de serre, qui a beaucoup de qualité, il faut des gens compétents. Et nos gens, chez nous, se sont investis. On a un partenariat étroit entre l'architecte et le bureau d'études. Et là, il n'y a pas de leader. Et puis ensuite, viennent nos entreprises qu'il a fallu former.
Vous savez, nos entreprises, elles avaient l'habitude de travailler de façon verticale, chacun pour elle, hein, chacun pour soi. Dans ce type de construction où on doit devenir passif, où on doit avoir très peu de consommation d'énergie, il faut que les entreprises travaillent maintenant de façon horizontale. C'est-à-dire que tout le monde soit coordonné et qu'il y ait une cohérence dans la mise en œuvre de chaque corps d'État. Voilà la difficulté. Donc partenariat étroit, architecte, bureau d'études. Il faut bien un bureau d'études, notamment pour l'ossature bois et pour calculer les fluides. Vous savez, il n'y a pas deux projets qui se ressemblent. Un projet se définit en fonction de son lieu. Vous allez 20 km plus loin, les techniques peuvent être différentes parce que les sources d'énergie ne sont pas forcément les mêmes. On n'a peut-être pas de fuel ou pas de gaz, donc il faut trouver une autre énergie. Donc il faut s'adapter à chaque fois. Aujourd'hui, notre principal poste de dépense, c'est même plus le chauffage, c'est l'eau chaude. Donc les gens dépensent plus en eau chaude qu'en chauffage. Vous voyez qu'on a réussi quand même à atteindre des normes relativement importantes. Je pense que ça va continuer à se développer, tout ça. Et je pense que tout ça, même dans votre beau pays, ça ne doit pas poser de problème. Simplement, c'est une prise de conscience, je pense, et une volonté de faire. Et vous avez tellement de bois, pourquoi vous ne le feriez pas encore plus? Moi, j'étais très surpris quand on m'a demandé de venir vous présenter nos opérations. Je pensais que vous étiez beaucoup plus avancé que ça dans le domaine de la construction bois. C'est vrai que le Français que je suis, à l'image le cliché, vous savez, le chalet en rondin, qui est très beau d'ailleurs, moi j'aime bien, hein, je trouve ça superbe, mais je pensais que vous aviez aussi vous étiez plus abouti peut-être dans le type de construction. Mais vous y viendrez parce que vous aurez aussi ce problème d'énergie un jour. Même si votre électricité n'est pas chère, vous serez bien obligé, il faudra, mais je crois que c'est l'avenir de la planète, il faudra bien un jour aller vers les économies d'énergie partout où que ce soit. Et le logement est une grande source d'économie d'énergie, et notamment de protection de la planète avec les gaz à effet de serre. Et là, le bois répond à la question de façon importante. Donc, le premier bâtiment que je voudrais vous montrer, j'ai sélectionné 5 bâtiments, parce que sinon ça aurait été un petit peu long, qui sont relativement intéressants et qui vont vous permettre de voir l'évolution de la société. Sachant que nous avons commencé à en construire en bois il y a 30 ans, des pavillons. Si j'ai le temps, je vous montrerai les photos tout à l'heure, qui sont toujours de bonne facture, qui étaient déjà à l'époque des pavillons préfabriqués en usine sur ce qu'on appelait ça du tridimensionnel. C'était des rectangles de 9 mètres sur 4 mètres, je crois, à l'époque. Ce bâtiment de la rue des Lioles, c'était un bâtiment tout bois qu'on a initié en 1997 et que nous avons livré en 2000. Alors c'était 20 logements, c'était un ensemble tout bois qui se situe à Saint-Dié. Ici on voit la toiture du bâtiment, complète, sur 20 logements. Voilà la structure, la perspective du bâtiment et voilà l'ossature du bâtiment. À l'époque, on avait dit qu'on construirait ce bâtiment avec une structure poteau-poutre, donc c'est du lamelé collé, avec un plancher bois-béton collaborant. C'était un plancher de 20 cm. On avait un coffrage, on avait les poutres, des connecteurs. Et à l'époque, on a dû procéder à des tests de bruit d'impact in situ parce qu'on n'avait aucune connaissance en la matière. Et on s'est aperçu qu'avec ce type de construction et ce type de plancher, nous étions à moins 10, 12, pratiquement 12 dB en dessous de la norme autorisée en France. Donc le résultat de ce type de plancher a été pour nous très positif. Alors on voit ici le détail d'une cellule. Il y a des poutres en lamelé collé, on en a beaucoup déjà parlé aujourd'hui, qui ont une portée de 7 mètres, ce qui fait qu'on a créé des plateaux de 70 mètres carrés. Et puis sur la partie gauche, vous avez la cage d'escalier et l'accès au logement. On voit ici les poutres qui ont une portée de 7 mètres, où vous avez en bas sur la gauche du personnel qui travaille. Et vous voyez le plateau, on avait un plateau vide. Donc, ce qui voulait dire qu'avec ce type de construction, on pouvait l'aménager comme on voulait. Une personne si c'était par exemple de l'accession, une personne qui voulait un 2 pièces, on pouvait faire qu'un 2 pièces. Et nous, on a fait des appartements un petit peu plus grands. En tant que directeur, si vous voulez, mon souci, moi, c'est d'assurer la gestion de la société, mais c'est aussi d'essayer dans toutes nos constructions que nos locataires aient le moins de charges possible à payer. Aujourd'hui, le poste charge, le poste énergétique, c'est quelque chose de très lourd pour les occupants. Le pouvoir d'achat aujourd'hui diminue. Et les charges représentent parfois autant d'argent que le coût du loyer demandé. Alors, là, parfois, c'est antinomique avec la qualité de l'énergie ou des calculs d'énergie. On essaie toujours d'allier les deux. Voilà. Mais on sait, sur un bâtiment comme ça, avec le recul, l'intérêt. Vous avez sur la droite l'escalier.
Alors je ne sais pas si j'ai d'autres photos de cet escalier, mais je souhaiterais juste vous faire une petite remarque, mais on ne le voit pas très bien sur la partie droite. C'est un escalier qui a une particularité, c'est qu'il est construit à la fois en lamelé collé, avec un limon en bois, et dessus on a mis un limon en granit. Donc c'est bois granit. Bon, je pense qu'on a une photo tout à l'heure qui nous montrera la suite. Là vous avez donc le système constructif, avec des fers sur lesquels viennent reposer les poutres. Et toute la ceinture, tout l'assemblage a été fait comme ça. On voit ici la structure. Là aussi une coupe avec la solive sur le plancher. Et là on voit bien le plancher tel que j'ai dit. Il y avait un panneau STB, une dalle béton, un isolant, une chape et un revêtement. Et le tout faisait 19 cm. Donc avec 19 cm, ce qui pour nous était à l'époque exceptionnel, on avait l'habitude de faire des planchers très hauts avec des plénums pour justement essayer de gagner sur les bruits phoniques. Et là on s'est aperçu qu'avec ce type de plancher, il fonctionnait très bien et on a eu un résultat tout à fait pertinent. Voilà une phase de coulage du béton. Donc vous avez ces connecteurs métalliques sur lesquels donc, on a coulé le béton sur 18 cm. Et c'est l'ensemble qui a permis d'avoir un plancher tout à fait efficace. Alors vous avez ici une vue globale du bâtiment. Donc c'est un bâtiment tout bois, mais quand j'utilise le bois otavogien, c'est le bois en tant qu'élément de structure. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas pour montrer que du bois. Le but, ce n'est pas pour voir que du bois. On veut démontrer que le bois, c'est un élément de structure comme l'est le béton ou la brique. Et là, on a ici donc une partie bardage bois, mais aussi tout ce qui est blanc, c'est du bac acier qui est venu recouvrir le bâtiment. Et vous voyez qu'un bâtiment en bois, on peut l'architecturer et je pense lui donner une image tout à fait positive et intéressante et architecturée. C'est surtout ça qui est important. Voilà le bâtiment aujourd'hui avec une photo d'aujourd'hui. Vous voyez que le bois a foncé, mais il a eu aucun traitement. Donc, je le redirai peut-être tout à l'heure, mais la construction bois pour nous a un élément important, c'est que ce n'est pas plus cher, c'est même à terme moins cher qu'une construction traditionnelle. Le bois a beaucoup de qualité et c'est vraiment un matériau tout à fait pertinent pour la construction et qui, pour nous, en prix de revient, à la fin d'une opération, n'est pas plus cher et même moins cher et ne demande pas plus d'entretien, voire moins d'entretien qu'un revêtement classique. J'ai déjà des immeubles qui ont 7-8 ans, qui ont un simple revêtement, une peinture sur un enduit, qui est déjà complètement fissuré, qui se salit et qui demandera certainement un entretien beaucoup plus précoce que ne demande le bois, à partir du moment où on accepte que le bois devienne plus foncé et grise. Ce qui parfois, dans l'esprit des gens, est synonyme de vieillerie, de saleté ou de tout ce que l'on veut, ce qui est totalement fou. Voilà, je pense que c'est un point qu'il faut aussi préciser. Et puis, vous voyez, tout ce qui est en bleu, c'est des stores. Depuis cette époque-là, on met quasiment plus de volets roulants, on met des stores à lamelles. Moi, j'ai rien inventé. J'ai piqué cette idée-là à la montagne en Suisse, à 1500 mètres d'altitude, sur un bâtiment. J'avais eu des stores extérieurs. J'avais dit pourquoi pas à Saint-Dié. On est à 400 mètres, même s'il fait froid. Alors, on ne descend pas à moins 40, mais au mois de février, on avait descendu à moins 20 quand même. Donc, pendant 3 semaines, on a vraiment eu froid. Et ça n'a strictement aucune incidence en termes d'occupation des logements et en termes de protection contre le froid, à cause à la fois l'isolation des bâtiments et les fenêtres qui sont ultra performantes. Donc, c'est un matériau intéressant parce que c'est un matériau vivant qui permet à un bâtiment, pas d'avoir des volets fermés ou d'avoir des volets ouverts, mais qui donne une vie selon l'occupation du logement. Voilà le fameux escalier. Vous voyez, vous avez des marches en granit sur limon bois. Vous voyez, sous le granit, le bois, c'est du lamelé collé. Et vous voyez qu'il tourne, ce bois. Et comment on a fait pour le réaliser? Le bois, on ne peut pas non plus, alors vu l'épaisseur, et ça a bien été démontré tout à l'heure, on ne peut pas le plier, sinon il pète. Simplement, il a fallu que l'entreprise, elle fasse une poutre en lamelé collé de cette largeur-là, sur la longueur, puis après, elle a retaillé la poutre des deux côtés pour faire le mouvement arrondi. Voilà comment on a pu créer cet escalier. Et cet escalier est très silencieux et très, très doux à monter. Et c'est vraiment une très belle réussite. Alors maintenant, je vais vous présenter un deuxième bâtiment qui s'appelle les Héliades. C'est un bâtiment qu'on a livré en 2010, donc il y a déjà 2 ans de recul. Et c'est 30 logements sur 2 bâtiments, un de 4 étages, un de 5 étages de 5 niveaux sur l'arrière, qui se situe donc à Saint-Dié. Alors l'objectif, c'était d'avoir un bâtiment intégré de façon raisonnée. On voulait une opération dense de 30 logements, on voulait une typologie d'appartements assez variée, T2, T3, T4. On voulait faire appel surtout aux énergies renouvelables. On voulait construire tout en bois à nouveau, puisqu'on avait fait l'autre bâtiment, on voulait revenir sur cette technique de construction, et faire surtout de ce bâtiment un bâtiment à énergie positive. Vous savez tous ce que c'est qu'un bâtiment à énergie positive, c'est un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Ce qui est demandé par les pouvoirs publics français à l'horizon 2020 sur tous les bâtiments construits en France. Ce qui est quelque chose de difficile à réaliser, ce qui n'est pas simple, et ce qui, à mon avis, ne sera peut-être pas abouti en 2020, ça sera compliqué. Alors vous voyez que c'est un terrain mouvementé,
mais qui nous a bien aidé parce qu'on a pu contourner une partie de la réglementation française sur les normes incendie. C'est-à-dire que comme on avait un terrain, on appuyait le bâtiment sur le milieu de la petite colline en haut, donc on avait 3 étages et 2 étages, ce qui fait qu'avec la réglementation française, on a pu passer beaucoup mieux au niveau des normes liées à l'incendie, notamment à l'incendie pour l'accession des pompiers. Alors, structure bois R+4, R+5. Quel est l'avantage? Je vais en parler tout de suite. Pourquoi du bois? Alors, naturellement, bon, c'est sain, c'est en adéquation avec les exigences thermiques. On a stocké pas mal de CO2 en construisant en bois. On a pu fabriquer toute la structure avec le bois. C'est plus court en intervention. Le bois, on peut continuer à construire l'hiver. Chez vous, le béton, ça peut prendre plusieurs mois. Si on veut faire un immeuble collectif, on ne le construit pas, on s'arrête, j'imagine. Si on veut le déconstruire, le bois, c'est recyclable. C'est pérenne, ça a beaucoup de qualité. Voilà. Alors, le système de chauffage. Il faut savoir que dans ces bâtiments, on a simplement mis une VMC double flux avec un échangeur et une batterie électrique de 800 watts. Vous voyez, 800 watts pour chauffer un appartement, c'est quasiment rien. C'est très très faible. Et on n'a pas d'autres éléments de chauffage. Il n'y a strictement rien d'autre. L'eau chaude sanitaire, elle est produite donc par les capteurs thermiques qui se situent en toiture, mais également par l'installation d'une chaudière cogénération. C'est-à-dire c'est une chaudière qui fonctionne au gaz et qui, en fonctionnant au gaz, produit également de l'électricité. Et c'est l'addition de la production d'électricité faite par cette chaudière, plus l'électricité posée en toiture, qui nous a permis globalement d'arriver à la positivité. Là, vous avez la ventilation double flux qui est en haut en vert, la batterie électrique, l'ossature bois surisolée. En bas, vous avez le ballon d'eau chaude. Voilà la technique de production d'eau chaude. Alors, voilà le tableau qui chez nous, sur les consommations d'énergie en kilowattheure mètre carré an. On voit que dans les années 70, on était à 250, voire beaucoup plus. Il y a des bâtiments qui montent à 400, qui sont des vrais passoires. Et on voit au fur et à mesure de la réglementation qu'on a essayé de construire des bâtiments qui soient vraiment peu consommateurs d'énergie. On voit le passif, le vert, et on voit l'énergie positive qui, elle, par définition, se retrouve en dessous de la ligne, puisque le bâtiment produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Alors, il a fallu qu'on mette l'accent sur ce bâtiment, sur le confort acoustique, sur un environnement intérieur sain pour les habitants. Donc on a utilisé tous les matériaux le plus possible. Alors on a aussi des appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite, puisque c'est la réglementation française. On a un ascenseur, mais qui est à faible consommation d'énergie, qui était installé en extérieur, puisqu'on a des coursives qui desservent les logements. Et l'ascenseur est installé en extérieur. Donc si vous voulez, il n'y a aucun lien avec l'ascenseur, donc il n'y a pas de pont thermique et l'ascenseur est indépendant. Alors vous avez ici le financement et les coûts de construction. Ce bâtiment nous est revenu en coût de construction à 1838 € le mètre carré. Mais il faut savoir que le coût de construction, ça ne veut pas dire grand-chose parce que nous, on a des appartements qui sont très aménagés. Vous verrez les pièces tout à l'heure, on aménage les cuisines, on aménage les salles de bain. Donc ça a tendance à augmenter le coût de construction. Simplement, ce n'est pas un coût élevé pour une construction de cette qualité qui est un bâtiment positif aujourd'hui. Alors les performances du bâtiment sont là. Donc, on a sur les murs extérieurs mis 320 mm d'isolation. Vous avez sur les combles 310 mm et vous avez en dessous, en sous-sol, on a mis 400 mm d'isolation sous le premier plancher. Et le bâtiment est positif en énergie finale à moins 9 kWh et en énergie primaire à moins 47. L'énergie finale, c'est celle qui est consommée par le locataire. D'accord ? L'énergie primaire, c'est celle qui est produite à l'origine. C'est ce qui explique la différence dans les calculs. L'énergie finale étant celle qui est véritablement consommée par l'occupant. La construction bois de 1100 tonnes de mètres cubes nous a permis de stocker 1100 tonnes de CO2, ce qui, sur le plan environnemental, est tout à fait performant. Là, vous avez une coupe technique du bâtiment. Je ne vais pas la détailler. Simplement, elle montre bien tout le souci qu'on a eu à ce qu'il n'y ait pas à la fois de pont thermique et d'avoir une structure très précise afin d'éviter tout souci. Et aujourd'hui, on n'a aucun souci avec cette technique de construction. Alors, voilà le bilan énergétique primaire sur un logement. On a un coût annuel par logement de 148 €, disons 150 € pour un logement, pour une année, pour l'ensemble des consommations d'énergie, puisqu'on tient compte du chauffage. L'eau chaude, il y a 0 parce que c'est nous qui payons l'eau chaude à nos locataires. Parce que c'était dans le deal, comme on a mis une surface importante de panneaux photovoltaïques, et comme on a mis aussi également une chaudière gaz pour produire de l'électricité, on consomme plus de gaz que les locataires n'en consommeraient, donc il n'y a pas de raison qu'eux supportent cette surconsommation de gaz. Donc, on a pris à notre compte le coût de l'eau chaude solaire qui représente entre 50 et 60 € par mois pour une famille, ce qui est une aide importante pour nos locataires. Voilà la technique de construction. Donc, vous avez un sous-sol béton avec les caves.
hein, un coffrage. Et vous voyez, à la photo de droite, la première plaque, c'est du KLH. C'est un panneau KLH qui a été posé directement. Et à partir de là, on a monté toute la structure en KLH. Le KLH, c'est un panneau qui est fabriqué dans le même esprit que le lamelé collé. C'est des planches entrecollées. Et c'est un matériau qui, pour moi, qu'on utilise nous maintenant de façon récurrente, qui est vraiment un excellent matériau. Le concept de ce matériau est très intéressant. Vous voyez d'ailleurs la largeur des panneaux qui séparent les logements. Il y a beaucoup de facilité. Voilà les techniques de fixation hein, quand il est utilisé. Les systèmes acoustiques qu'on voit bien pour éviter les bruits. On le voit aussi ici. On voit les deux parties noires et surtout la partie de laine de bois qui est en haut, là, un petit peu hachurée, qui vient entre deux montants pour justement assurer le phonique. Parce que là aussi, hein, le seul problème de la construction bois, le gros problème de la construction bois collective, c'est le phonique. Si vous réglez le phonique, vous avez un bâtiment qui est super, à tout point de vue. Si vous ne réglez pas le phonique, vous allez en enfer, parce que les gens, ils ne veulent plus y vivre. Donc, il ne faut pas se planter. Voilà, les choses sont claires, la contrainte, elle est là. Là, vous avez un système lié à la construction qui fait qu'on a, et là, il y a un gros travail de l'architecte au départ et du bureau d'études, et chez nous, il est essentiel que l'architecte et le bureau d'études aient une relation privilégiée de collaboration. Il n'y a pas un chef, il y a quelqu'un qui dessine un bâtiment, et il y a quelqu'un qui apporte ses connaissances pour les calculs d'énergie, et les deux doivent en discuter. Ensuite, il y a les mises en œuvre par les entreprises, et là, on a une formation des entreprises, ou une information des entreprises qui est importante, c'est que les entreprises doivent respecter aussi la qualité du bâtiment dans lequel elles interviennent. Et on ne peut plus faire un trou où on veut, on ne peut plus s'amuser à percer si on a oublié une prise ou tout. Ça, c'est plus possible, sinon on ne peut pas arriver à la passivité, et ça crée beaucoup de problèmes. Donc il doit y avoir un partenariat étroit, une collaboration étroite, il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de génie, il y a des gens qui doivent travailler ensemble, et il y a un maître d'ouvrage qui doit véritablement s'impliquer, ce qui est notre cas, parce que c'est quand même celui qui finance qui doit vérifier si ce qu'on lui propose est cohérent et adapté. Ça, c'est un point essentiel sur lequel je veux vraiment insister. Ce partenariat est totalement indispensable. Donc vous voyez qu'on a pré-étudié où vont passer l'ensemble des fluides. Tout ça, c'est les descentes de fluides et qui descendent sur tout le long du bâtiment, qui sont décellularisés du mur cloison. Hein, ça, c'est un mur qui sépare deux logements. Et on n'a aucun bruit lié au fluide. Là, vous avez l'eau, vous avez l'électricité, les descentes, hein, les tuyaux gris qui passent. Donc tout ça, ça a été conçu en amont et non pas a posteriori. Et on ne fait pas un trou. Les prises sont aussi conçues en amont. Elles sont dessinées dans le KLH. Là, on est sur de l'ossature. Parce que c'était le dernier niveau, on l'a conçu comme ça. Les poutres en lamelé collé, c'est le dernier niveau sur le KLH. On a coulé une chape, hein, c'est plus un bois béton collaborant, c'est une chape pour pouvoir poser le carrelage. Là, c'est le bâtiment de 5 niveaux avec son, comment dirais-je, avec l'échafaudage. Là, vous avez la toiture sur laquelle on a donc posé 500 mètres carrés sur chaque bâtiment de panneaux photovoltaïques. Vous avez en première couverture une couverture inox qui recouvre complètement le bâtiment. Et ensuite, on est venu dessus, poser sur des joints debout. On a fixé des panneaux photovoltaïques, un peu contraire à la réglementation française qui ne le reconnaît pas. La Suisse le reconnaît, l'Allemagne, mais pas la France. On a eu quelques soucis sur cette faisabilité, mais on s'en est sorti. Vous avez ici les deux bâtiments en vue du ciel. Donc on voit les 2 fois 500 mètres carrés de panneaux voltaïques. Il faut savoir que ces 1000 mètres carrés produisent quand même, on produit cette année près de 130 000 kWh, ce qui est important. C'est vraiment déjà important et ça permettrait, si vous voulez, de faire vivre une vingtaine, 20 à 25 maisons d'une famille moyenne de 4 personnes. Nous, on a fait cet investissement-là il y a 4 ans en France. Rien que cet investissement-là a représenté 750 000 euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça serait divisé par 2 parce que les coûts ont sérieusement baissé. Mais c'était un investissement important. On a voulu le faire parce que c'était nécessaire. Ce n'est pas aussi simple que ça de développer les énergies renouvelables en substitution des énergies dites principales. Je ne rentrerai pas dans le détail des énergies principales, mais pour la France, on connaît l'énergie principale que c'est. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas prêt d'y toucher, en tous les cas aujourd'hui. Là, vous avez la façade du bâtiment et vous voyez au-dessus les panneaux thermiques d'eau chaude, de production d'eau chaude solaire. Vous avez des grands balcons. Alors les balcons, ils ne sont quasiment pas fixés et qui n'ont aucune incidence sur la qualité et l'enveloppe au niveau du bâtiment. Là, vous avez donc les logements finis. C'est ça que je voulais dire sur le prix. Le bois, il a son prix. Donc, vous voyez quand même construire des bâtiments chez nous aménagés avec une cuisine. Les salles de bain sont complètement aménagées. Là aussi, on est en parquet. Alors, je ne pense pas que ça soit de l'érable. Ce matin, j'ai entendu qu'on avait montré un parquet en érable. Et je ne sais pas si c'est du chêne ou je ne sais plus la nature du bois, mais c'est un véritable parquet. Et voilà le bâtiment, si vous voulez, fini aujourd'hui. Vous avez la façade arrière du bâtiment. On avait un vieux mélèze d'une 30aine d'années qu'on a sauvé sur le site, que tout le monde voulait couper, mais que j'ai sauvé
Alors les entreprises ont tourné autour pour travailler. L'architecte a refait son plan à ma demande, parce qu'il y a ce mélèze, il y avait des places de stationnement. J'ai dit jamais vous couperez le mélèze. J'ai dit à mon collaborateur, mon directeur technique, si vous coupez le mélèze, je vous licencie. Et j'étais vachement sérieux en plus. Ils ont tous protégé mon mélèze, et ce mélèze qui a une trentaine d'années qui est beau, c'est le symbole du site, c'est le seul arbre. Et dernière chose que nous avons fait, on n'a mis aucune pelouse, donc il n'y a pas d'arrosage. On a essayé de garder un caractère entre guillemets écolo. On a mis des rampants, il n'y a aucune pelouse à entretenir, ni à tondre, il n'y a rien. On vient une fois par an. Pourquoi ? Ça va bien avec la philosophie du bâtiment, et ensuite il y a moins de charges. Et s'il y a moins de charges, mes locataires ils se portent mieux. Voilà pour ce bâtiment, donc qui est pour nous un bâtiment vraiment innovant. 5 étages en bois, en France c'est une première, c'est un des plus hauts aussi. Positif, c'est probablement le premier bâtiment qui existe. Il a 2 ans de recul. Ça fait 5 ans qu'on travaillait dessus. On est très content de son résultat et aujourd'hui ça fonctionne bien. Voilà. Donc c'est à Saint-Dié-des-Vosges. Et c'est que du bois. Et vous voyez qu'on ne voit pas de bois. Personne ne veut croire que c'est en bois parce qu'on ne voit pas de bois. Alors on a beau leur expliquer, le but c'est pas de voir du bois, c'est un élément de structure. Jean-Marc Grenelle, de la région des Vosges en France, nous a bien indiqué donc que la question de l'utilisation de la fibre forestière est aussi une question sociale. Les pouvoirs locaux, régionaux ou nationaux peuvent faire en sorte que cette fibre serve à des fins de mieux-être des citoyens et un autre exemple d'une utilisation diversifiée pour l'industrie forestière du Québec.